Bonjour, bienvenue dans Pour tout vous dire. Chaque année, le 8 mars marque la Journée internationale des droits des femmes. Officialisée par l'ONU en 1977, cette journée est consacrée dans de nombreux pays à la sensibilisation, à la lutte pour les droits des femmes et à la réduction des inégalités par rapport aux hommes. La France connaît un renouveau dans la lutte féministe, de plus en plus présente dans le débat public. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Les féministes ont gagné des batailles, mais quels sont les combats qui restent à mener et qu'est-ce que le féminisme en 2021? Ce sont quelques-unes des questions que nous nous poserons pour cette émission spéciale consacrée à la Journée de la femme. Je serai entourée de 3 femmes dans cette émission. La parité sera donc largement plus que respectée même. Tout d'abord, 2 militantes engagées, Jocelyne Adrian-Medboul et Lucie Pétavin, que vous découvrirez dans un instant. Et puis tout à l'heure, l'astrophysicienne Françoise Combe viendra nous rejoindre pour aborder plus spécifiquement la question des femmes en sciences. Bonjour à toutes les deux, Bonjour. Lucille Pétavin et Jocelyne Adrian-Medboul. Je vais vous présenter tout de suite à nos téléspectateurs. Lucille Pétavin, vous êtes historienne, spécialiste du travail des femmes dans l'artisanat et le commerce. Depuis 2016, vous avez rejoint le laboratoire de l'égalité dans lequel vous travaillez en particulier sur la lutte contre la précarité des femmes. Et vous venez de publier votre premier essai, Le coût de la virilité, aux éditions Anne Carrière. Et Jocelyne Adrian-Medboul, vous êtes la présidente de La Clé, une ONG de plaidoyer en France, en Europe et à l'international, et réseau de près de 100 associations œuvrant pour les droits des femmes, et fondatrice de l'association Femmes du Monde et réciproquement. Vous êtes par ailleurs une militante féministe engagée de longue date en faveur de l'égalité femmes-hommes. Alors, merci à toutes les deux d'être venues nous aider à y voir plus clair sur la situation où nous nous trouvons sur ce long chemin semé d'embûches qu'est la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Avant d'en discuter ensemble, je vous propose de regarder tout de suite le petit reportage que nous avons tourné sur ce sujet. La cause féministe avance-t-elle en France? Pour prendre la température de la situation, direction le centre de Paris. À de rares exceptions près, le constat n'est pas brillant. Je trouve que les esprits se dérident un peu, quoi. C'est un peu plus accessible pour les hommes notamment, ce genre de débat. Après, il y a encore pas mal de sensibilisation à faire, ça c'est évident. Par rapport à peut-être ma jeunesse, je suis pas sûre que ça évolue tant que ça. Je saurais pas dire, mais je suis pas certaine. En tout cas, je pense que ça évolue pas très vite. Je trouve que tout va bien. Je travaille avec des femmes, on est sur le même pied d'égalité. Je fais aucune différence en fait entre une femme et un homme. En France, on voit vraiment bien cette problématique justement. Par rapport en République tchèque, la dame, même si elle travaille dans le secteur privé, elle a le même travail comme l'homme, elle va gagner le même salaire comme l'homme. Puis ici, je ne comprends pas pourquoi, mais il n'y a pas. Et ça ne doit pas, surtout en France, qui est exemple de l'Europe, il doit se montrer un petit peu autrement. Les chiffres officiels le confirment. En France, une femme gagne environ 20% de moins que son homologue masculin. Elles ne sont que 30% des entrepreneurs et ne représentent que 20% des experts invités dans les médias. Élue d'un petit village de Seine-et-Marne, Marie-Pierre Badré est aussi déléguée spéciale à l'égalité femmes-hommes auprès de la présidente de la région Île-de-France et présidente du centre Hubertine-Auclair, un centre d'expertise sur l'égalité femmes-hommes. Son combat depuis plusieurs décennies, le sexisme ordinaire. On a fait d'énormes progrès depuis 20 ans, mais on voit bien à travers tout ce qui se passe, dans les événements même quotidiens, qu'il y a encore... il y a encore les stéréotypes et la culture prégnante sur cette fameuse égalité. Et nous avons encore un grand chemin à parcourir. La France a par exemple un retard important par rapport à l'Espagne, devenue une référence européenne en la matière depuis une loi de protection contre les violences conjugales datant de 2004, comme le montre un récent rapport du centre Hubertine-Auclair. Mais pour Marie-Pierre Badré, la priorité reste celle de l'égalité salariale.
L'égalité salariale, elle est loin d'être réalisée. Et puis, nous avons de plus en plus de femmes qui sont en situation de précarité au niveau des emplois. Et donc ça, il va falloir faire en sorte que ça évolue. Pourtant, des solutions existent. Ce serait bien qu'on nomme une référente par commune sur l'égalité femmes-hommes, ce qui n'est pas encore fait. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire évoluer les choses dès lors que tout le monde s'y met, femmes et hommes confondus. Pour l'heure, les inégalités hommes-femmes ont encore de beaux jours devant elles. La Journée internationale de la femme, le 8 mars, est chaque année l'occasion de rappeler que le combat est loin d'être gagné. Alors, on le voit dans ce reportage, hein, la question des inégalités femmes-hommes en France est loin d'être réglée, malgré l'importance qu'elle a prise dans le débat public ces dernières années. Est-ce que vous voulez réagir suite à ce reportage? Peut-être je vais commencer par vous, Jocelyne Adrian. Merci, merci de m'avoir invité Merci d'être venue à cette émission. Je pense que son idée de référent dans chaque commune serait, pourquoi pas, un référent ou une référente égalité, serait une bonne chose. Effectivement, ça n'existe pas. Mais je pense que la question de l'imposition de quotas a fait ses preuves aussi, malheureusement, même si ce n'est pas une finalité en soi, mais c'est un moyen. Alors Marie-Pierre Badré le dit très clairement, hein, la priorité pour elle, c'est les inégalités de salaire et d'accès aux postes de direction. C'est aussi votre avis, Lucille Pétavant? Vous voulez réagir? Alors effectivement, c'est une priorité, mais moi ce qui me choque et ce qui m'interpelle, c'est que concernant la loi, concernant l'égalité entre les hommes et les femmes, la loi est toujours un enjeu. C'est-à-dire que les premières lois concernant l'égalité salariale ont maintenant plus de 40 ans, et pourtant elles ne sont pas suivies de fait. Donc on voit que effectivement les choses avancent, mais qu'il y a une résistance au niveau des mentalités qui est encore très forte. Et aujourd'hui, il y a 9% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes à poste égal et à compétence égale que l'on n'explique pas, à part en fonction des discriminations que subissent les femmes. Oui, on en parle beaucoup, mais on ne voit pas beaucoup d'effets, hein, n'est-ce pas, Jocelyne Adrian? Alors, je pense qu'effectivement, il faut avancer sur deux jambes. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la société civile qui doit pousser, qui doit être attentive et vigilante, et à la fois les lois et les parlementaires, les gouvernements qui doivent aussi travailler en parallèle et en coopération. Et là, ça peut un peu avancer. Lentement, on est d'accord, mais ça peut avancer. Alors, on dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre, hein. Le fait que les femmes disposent en moyenne de moins de moyens financiers que les hommes est aussi une façon de les dominer? Alors effectivement, c'est un fait qui les maintient dans la domination, le fait qu'elles soient moins indépendantes économiquement que les hommes, puisqu'elles ne peuvent pas de fait vivre comme elles l'entendent. Mais pour moi, l'important, c'est la question finalement qui est liée à la question du partage de la parentalité, qui est très importante sur cette question d'égalité professionnelle, justement, puisqu'on voit qu'aujourd'hui encore, les femmes ont sur leurs épaules les responsabilités familiales. Et cela est un véritable frein dans leur carrière. Elles subissent des discriminations à l'embauche, elles ont des contrats à temps court, elles occupent 80% des contrats à temps partiel, elles ont moins de promotions, moins accès aux postes à responsabilité, comme on l'a dit, et ce qui fait qu'in fine, elles ont des salaires moins élevés que ceux des hommes et une retraite aussi qui sera moins élevée que celle des hommes. Je crois ça se répercute tout au long exactement. de leur Je crois que la carrière, moyenne est à moins 800 €, voilà, d'écart entre les hommes et les femmes pour la retraite. Donc cette question du partage de la parentalité, des responsabilités familiales et domestiques, pour moi, elle est fondamentale si on veut que les choses évoluent au niveau de l'égalité professionnelle. Il y a un autre aspect que vous avez, vous, Jocelyne Adrian, dénoncé il y a peu de temps dans une tribune parue, je crois, dans Le Monde. C'est celui de l'invisibilisation des femmes au niveau des prises de décision. Est-ce que vous pourriez développer un peu? Oui. Il me semble que la pandémie a illustré parfaitement cette situation où les femmes étaient partout au front,
pendant la pandémie pour gérer la crise. Elles représentent 75% des soignants dans les hôpitaux. Elles étaient les caissières des supérettes qui nous permettaient de nous ravitailler. Elles étaient les agents d'entretien à 80% dans la vie quotidienne, etc. Et comme par hasard, elles n'étaient nulle part dans les médias et nulle part aux tables de décision. Juste un exemple qui m'a vraiment révoltée, c'est pourquoi j'ai fait cette tribune, c'est que le conseil de santé, le Haut Conseil de santé... Le conseil scientifique. Voilà, le merci. Haut Conseil scientifique. Merci. 11 membres, c'est formidable, 2 femmes, dont une kiné. J'imagine qu'il n'y a pas d'épidémiologue, de virologue, femme en France. C'est une question. Alors pour comprendre ces inégalités, on peut essayer de remonter à leurs racines. Lucile Pétavin, vous avez étudié l'histoire du travail des femmes et vous pensez qu'il faut déconstruire les idées reçues qui légitiment la domination masculine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer assez brièvement comment se sont construites ces idées et comment elles se sont diffusées et elles sont devenues la norme finalement? Alors effectivement, les inégalités reposent sur des idées reçues qui légitiment le rôle qu'ont les femmes et les hommes dans la société. Par exemple, encore aujourd'hui, il est très courant d'entendre parler du monde, du temps des cavernes, pendant lesquelles l'homme chassait pendant que la femme s'occupait des petits dans les cavernes. Et les dernières études de paléohistoire montrent que ces sociétés-là étaient beaucoup plus égalitaires, que les femmes aussi chassaient, qu'elles ne passaient pas leur temps dans les grottes. D'ailleurs, ils n'habitaient pas forcément dans des grottes. Et que c'est véritablement au néolithique, donc vers moins 12 000, avec la sédentarisation de ces sociétés, avec l'avènement de l'agriculture, que ces inégalités se sont instaurées. Alors, il y a eu des inégalités sociales et des inégalités entre les hommes et les femmes. Donc, avec la séparation des tâches, justement. Exactement. Et aussi le fait que la virilité des hommes s'est incarnée dans les armes en métal, justement pour protéger des territoires, ce genre de choses. Et donc, cette domination du masculin sur le féminin est une construction culturelle qui n'a pas toujours été dans l'histoire. Et donc, on peut la déconstruire et ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, il y a aussi la question des capacités dites naturelles des femmes. Je crois que c'est un sujet qui vous tient à cœur aussi, Lucile Pétavin. Les femmes seraient plus faites, entre guillemets, pour certaines tâches. Là aussi, c'est une construction? Oui, alors là aussi, il n'est pas rare d'entendre dire que les hommes sont plus faits pour les mathématiques et les femmes pour prendre soin des enfants, par exemple. Et là, les neurosciences montrent que lorsque l'on naît, nos cerveaux ont 10% de connexions cérébrales qui sont faites et tout le reste va se modeler tout au long de la vie, en fonction des expériences que l'on va vivre, en fonction des apprentissages. Et donc, c'est l'éducation, finalement, que l'on donne aux garçons et aux filles qui vont modeler, déterminer ces capacités, et ce n'est en aucun cas leur sexe. On aura une scientifique dans la deuxième partie de l'émission. On aura peut-être l'occasion d'en reparler avec elle tout à l'heure. Est-ce que vous voulez intervenir? Ah oui, absolument, oui. Enfin, je suis absolument d'accord avec ce que disait Lucile, évidemment. Il n'y a qu'à voir les rayonnages des magasins de jouets pour voir comment on est construit. Mais pas seulement, c'est-à-dire que c'est effectivement un système comme ça. Par exemple, la langue, je veux dire, c'est la langue française, dire, qui a été masculinisée avec l'Académie française, quand même, ce grand repère d'antiféministes, excusez-moi. Parce que jusqu'au XVIe siècle, on avait une langue beaucoup plus égalitaire. Et maintenant, on entend des cris d'orfraie parce qu'on veut rendre la langue plus égalitaire, plus inclusive. Voilà, l'écriture inclusive ou égalitaire. Alors, je veux bien que des points partout, ça soit un peu compliqué, mais dire toutes et tous, c'est pas très compliqué et ça s'entend. Alors la question féministe, elle est tout de même de plus en plus présente dans le débat public en France. Ces dernières années, c'est assez net. Est-ce que d'après vous, les actions suivent les mots?
Alors, effectivement, le féminisme est un sujet qui prend de l'ampleur. On peut de plus en plus, j'ai l'impression, dire que l'on est féministe sans être taxé d'hystérique. Et ça, C'est déjà un progrès. Ça, c'est déjà un progrès, effectivement. Je pense qu'il y a une démocratisation du mouvement féministe. Et qui permet des nouvelles paroles de s'exprimer. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec les violences faites aux femmes, l'inceste. Donc il y a des nouveaux sujets qui jusque-là étaient tus et qui arrivent. Et je pense qu'il ne faut pas s'en étonner, puisque la parole a été mise sous cloche pendant tant de temps qu'on est juste au début, finalement, de la fin, enfin, de cette omerta, espérons-le. Mais alors, on voit aussi une récupération justement de ces codes féministes, notamment par certaines marques. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le discours féministe soit affaibli par cette récupération? On voit notamment des grandes marques de mode qui utilisent des slogans féministes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va plutôt aller dans le bon sens ou pas, d'après vous, Jocelyne Adrian? Moi, je pense que c'est pas très grave. Évidemment qu'il y a de la récupération qui se fait et qu'elle est commerciale, mais c'est pas très grave. Déjà que le féminisme ne soit plus un gros mot, c'est déjà énorme, effectivement. Que ça soit un peu tendance, et ben tant mieux. Tant mieux, je veux dire, comme le disait Lucille, la parole a été confisquée suffisamment longtemps. Non, je pense que dès lors que ça rentre dans les habitudes, dans les us quotidiens, c'est pas un mal. Quel est le rôle des réseaux sociaux, d'après vous? Ils véhiculent à la fois des messages féministes, mais aussi des discours sexistes, machistes. Quel est leur rôle dans tout ça, d'après vous, Lucille Pétavin? Alors, effectivement, sur les réseaux sociaux, toutes les voix peuvent s'exprimer et elles peuvent avoir une résonance très importante. Et je pense que les réseaux sociaux ont servi le féminisme. Après, le fait qu'il y ait des discours sexistes sur les réseaux sociaux et qui sont souvent très virulents du fait de l'anonymat, pour moi, finalement, c'est un catalyseur de ces schémas de pensée archaïques qui sont encore extrêmement présents. Mais finalement, je pense que les réseaux sociaux permettent d'avancer et de servir la cause féministe. Alors, un des aspects importants, c'est la représentation de la femme et du corps de la femme, notamment, qui est lui aussi très présent dans les médias, dans la publicité, etc. Il existe aujourd'hui des modèles qui ont une influence énorme à l'échelle mondiale, comme Beyoncé, pour ne citer qu'elle, qui valorise le girl power, comme on dit. D'après vous, est-ce que cela permet aux mentalités d'évoluer, d'avoir ce type de modèle, d'icône féministe, si on peut dire, ou est-ce que ça les enferme un peu plus dans un statut un peu particulier d'Amazon et puis ça complètement déconnecté du reste de la société? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que tous les modèles sont là aussi bons à prendre. On est très inclusives, en fait, nous les féministes. Oui, C'est-à-dire que le leadership féminin est important en ce sens qu'il donne à voir aux filles, aux plus jeunes, le fait que moi aussi je peux, quoi. C'est-à-dire que plus il y aura de femmes modèles, enfin de rôles modèles, ce qu'on appelle les rôles modèles, plus il y aura de femmes leaders dans des domaines différents, que ce soit effectivement dans l'économie, dans la culture, dans le social, dans l'environnemental, dans la politique, plus ça permettra de banaliser, mais au bon sens du terme, le fait que oui, les femmes peuvent, et que, en plus, c'est bon pour tout le monde, quoi. C'est-à-dire que encore une fois, ça bénéficie, c'est une société égalitaire, elle bénéficie à tous, quoi, et à toutes. On a déjà un certain nombre de femmes à des postes très importants. On peut penser à Christine Lagarde ou à Angela Merkel ou encore plus récemment Ngozi Okonjo-Iweala qui vient d'être nommée au poste de directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Or, cette nomination a été suivie de commentaires sexistes. On peut s'en étonner quand même à ce niveau et à notre époque que ça existe encore.
Pour moi, finalement, le fait que l'on parle de ces femmes, alors effectivement, il y en a de plus en plus, mais elles restent exceptionnelles quand même. Et c'est aussi pour ça qu'on en parle quand elles sont nommées. Et c'est vrai que très rapidement, il va y avoir le doute qui va être insinué sur le fait, est-ce qu'elles auront les capacités à occuper de tels postes? Et si elles échouent, on se dira, ah ben voilà, on avait raison, c'est parce qu'elles n'étaient pas à leur place. Et ça me rappelle une phrase de Françoise Giroud qui est bien connue en 83, qui disait « La femme sera donc l'égale de l'homme. Le jour où à un poste important, on nommera une femme incompétente. » Et quand on voit le profil de ces femmes, les profils de ces femmes, on se dit que du coup, on en est là encore loin. Absolument. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je pense qu'effectivement, le travail qui est à faire, il est systémique, encore une fois, c'est très important. C'est-à-dire que c'est ce système de domination patriarcale que nous avons toutes et tous intériorisé, aussi bien femmes qu'hommes. Mais c'est aussi, vous savez, ce syndrome de l'imposteur ou de l'imposteuse, je ne sais pas comment on dit. L'imposteur. Non, voilà. Donc non, on est légitime, on a des compétences, on a des expertises, et il faut qu'on arrête de douter de nous. Je pense que ça, c'est très important aussi. Et alors, pour finir, quelle place jouent les hommes dans ce combat vers l'égalité? Comme le dit Marie-Pierre Badré, tout à l'heure dans le petit reportage, les choses n'évolueront que si tout le monde s'y met. Pour vous, quel est le rôle des hommes? Pour moi, il doit être central, puisque finalement, la principale cause des inégalités vient des hommes et de l'éducation qu'on donne aux hommes. Et je pense qu'il faut bien qu'ils comprennent et que la société comprenne que le féminisme, c'est une question de vie ou de mort, puisqu'il y a encore une femme qui meurt tous les 2,5 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Donc il n'est plus acceptable et il n'est pas acceptable que les hommes refusent encore le féminisme, qui est, on le rappelle, simplement vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Ce n'est absolument pas une guerre des femmes contre les hommes, c'est une guerre contre le sexisme. Et pour moi, parler de guerre des sexes, c'est finalement dévaloriser le féminisme. Je voudrais juste ajouter sur ce que disait Lucille que pour moi, le rôle des hommes n'est pas central, il est égal à celui des femmes. C'est-à-dire que c'est ça d'abord, c'est cette mixité. Et il y a des hommes féministes, il y a ce qu'on appelle les hommes justes, comme à d'autres époques, plus sombres. Et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a cette intériorisation qui doit effectivement... Il y a tout ce travail de prise de conscience qui doit être fait à la fois par les femmes qui reproduisent aussi des stéréotypes sexistes et par les hommes. Et par rapport à ça, je voulais juste donner l'exemple de ma petite nièce qui, à 6 ans, me disait « Mais je ne comprends pas du tout pourquoi le masculin l'emporte sur le féminin. C'est pas normal, ça ». Voilà, je pense que c'est ça l'avenir. Alors, il est un domaine dans lequel les femmes sont encore fortement sous-représentées, c'est celui des sciences. Pour tenter de faire bouger les lignes, chaque année, le 11 février marque la Journée internationale des femmes et filles de sciences. Cette date vise à promouvoir l'accès des femmes aux métiers scientifiques. Nous allons en parler maintenant avec notre troisième invitée, l'astrophysicienne Françoise Combe. Bonjour Françoise Combe. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes astrophysicienne et vos activités de recherche sont consacrées à la formation et l'évolution des galaxies dans un contexte cosmologique. Vous avez été en poste à l'ENS, au CNRS, à l'Observatoire de Paris, à l'Institut Pierre et Marie Curie notamment. Et depuis 2014, vous êtes professeur au Collège de France où vous occupez la chaire Galaxies et Cosmologie. Alors, vous avez débuté votre carrière d'enseignante chercheuse dans les années 70 à l'ENS, je crois. Pouvez-vous nous raconter comment vous vous êtes dirigée vers l'astrophysique et comment cela a été perçu pour une femme à cette époque-là? En fait, je faisais déjà des études secondaires de physique, donc j'étais déjà dirigée en physique. L'astrophysique, ça a été juste après. Il s'est agi de choisir un sujet pour faire une thèse.
Et l'astrophysique m'a paru très séduisante parce qu'en fait, c'est la cosmologie, comment toutes les structures de l'univers sont apparues après le Big Bang. Et il y avait un modèle qui était promu par monsieur le professeur Roland Omnes et aussi Erich Schatzmann, qui était un modèle symétrique de matière-antimatière pour la cosmologie. Ça, c'était très nouveau et très séduisant. Donc, la jeune fille que j'étais, elle était très, très séduite par ce modèle. Finalement, au bout d'1 an, j'ai en effet effectué la thèse de 3e cycle et pour montrer que ça ne marchait pas. Donc, c'était très, très passionnant, mais enfin, ça arrivait à un échec quand même. Comment était perçue une jeune femme qui travaillait dans cette discipline? À l'époque-là, on ne se rendait pas compte du tout de tous les problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure entre les femmes et les hommes. Pour nous, il me semblait que c'était tout à fait égal, en effet, parce que à ce niveau-là, les études scientifiques sont à peu près également réparties. En fait, il y a dans les études secondaires 55% de filles. Dans le baccalauréat, en fait, le bachelière, c'est 55% de filles qui sont. Il y a plus de filles que d'hommes qui font les études secondaires. C'est plus tard, supérieures. finalement, que les inégalités réapparaissent. Voilà, c'est plus tard. Alors, évidemment, là aussi, dans les secteurs, les maths, la physique, les sciences de l'ingénieur sont réputés par les stéréotypes de ne pas être très féminins. Donc, il n'y a peut-être que 30%, 40% de femmes. Et les femmes se dirigent plutôt vers la biologie, la chimie. Et puis la santé, quoi, les professions de santé, et puis les sciences sociales. Faites pour les femmes, comme on disait tout à l'heure. Voilà, c'est les stéréotypes qui sont encore là. Donc au début, on a 30%, et quand j'ai commencé la carrière, il y avait même en poste 30% de femmes en astrophysique. À l'époque, on obtenait un poste permanent plus tôt. Aujourd'hui, il faut attendre 6 à 8 ans après le doctorat. Et ça empêche un peu les femmes de continuer parce qu'elles veulent avoir, à l'âge de 30 ans, 35, avoir une vie privée et avoir une famille, etc. Et donc le fait d'avoir à voyager tous les 2 ans à un postdoc quelque part défavorise les femmes, il faut bien le dire. Donc on est plutôt descendu à 28% dans les sciences de l'univers et l'astrophysique. D'accord, donc ça a plutôt même tendance à diminuer. Plutôt tendance à diminuer. Alors, il y a quelque chose que vous avez dit que j'ai trouvé très intéressant tout à l'heure, c'est que peut-être au début de votre carrière, on faisait moins attention à ces questions, on était moins conscient. Est-ce que ça vous voulez réagir par rapport à ça, Jocelyne, Adrien? Effectivement, la prise de conscience, ça dépend des époques aussi et des moments. C'est-à-dire que, comme disait Simone de Beauvoir, il suffira d'une crise pour que les droits des femmes soient remis en question. C'est-à-dire qu'il y a aussi, je ne sais pas si c'était par exemple dans les années 70 que vous faisiez... 75. Voilà, dans vos études. C'était une période où l'égalité femmes-hommes était... mise en avant et il y avait quand même une conscience, c'est-à-dire c'était après 68. C'était le début du féminisme, véritablement. Le féminisme, il est bien plus ancien que ça, avec Olympe de Gouges en 1789, bien sûr. Oui, mais de la vague féministe... Voilà, de cette vague contemporaine, on va dire, oui, bien sûr. Donc, je pense que c'est ça aussi. Et comme vous le disiez très justement, Françoise, au moment... Là où ça devient difficile pour les femmes, où il y a régression, c'est quand, effectivement, c'est plus difficile d'accéder au poste. Et puis vous m'en parliez quand on a préparé ensemble l'émission. La question, c'est celle des enfants, puisque les femmes chercheuses alors, ou chercheurs d'ailleurs. On dit les deux, chercheurs ou chercheuses. En fait, c'est vrai ont besoin de se déplacer et donc doivent confier leurs enfants à leurs conjoints si c'est possible. Voilà, c'est cela. En fait, au début, donc au niveau des études, on ne se rend compte de rien. Ce n'est qu'après, au cours de la carrière. D'abord, en effet, pour la maternité, ça, il y a une très grande inégalité. Et en effet, dans notre secteur, en tout cas, il fallait beaucoup voyager. Et là, en effet, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai un conjoint qui était un peu comme les nouveaux pères aujourd'hui, qui partageait un peu les tâches domestiques, qui gardait les enfants. Donc, et je vois qu'il y a un progrès de ce côté-là. Il y a le stéréotype d'un homme qui s'occupe de la famille est un petit peu... Jocelyne Adrien. Oui, je me demandais, justement, c'est-à-dire que par rapport à la maternité, par rapport au fait que les chercheuses peuvent être aussi des mères, elles ont le droit, il y a peut-être aussi à mettre en place, tout simplement comme ça se fait dans certains pays d'Europe du Nord, par exemple, des systèmes, enfin quelque chose comme de la garde d'enfants adaptée, comme le fait d'emmener ses enfants aussi avec soi quand on les allaite. C'est-à-dire que dans certains pays,
encore une fois, on peut tout à fait être dans des colloques avec son bébé ou son petit. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette image-là qui peut évoluer. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être plusieurs choses à la fois, quoi, et chercheuse et mère. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose à inventer dans l'accompagnement des femmes chercheuses. Cela se fait en astrophysique, surtout lorsque c'est par l'Union astronomique internationale qui promeut. Il y a toujours une garde d'enfants, mais tous les colloques ne sont pas comme ça. Et il y a certains petits colloques qui ne peuvent pas avoir les moyens d'offrir cette garde d'enfants, surtout quand les deux conjoints travaillent dans le même secteur et viennent ensemble au colloque. Alors là, il y a un gros problème. Alors l'une des raisons qui pourrait expliquer la faible proportion des femmes dans les domaines scientifiques pourrait être la faible représentation des modèles féminins dans les sciences. On en a un petit peu parlé tout à l'heure dans la première partie de l'émission. Est-ce que vous pensez que ça joue un rôle, Françoise? Ça joue un très très grand rôle. Je pense que Marie Curie, même sa famille, parce qu'on voit bien que sa fille aussi, 30 ans après, avait un prix Nobel de chimie. Et les Curie ont joué un très grand rôle, même toute l'Europe. On sait que maintenant, il y a des bourses Marie Curie promues par l'Europe. Ça joue un très grand rôle, surtout les médias s'en sont pris en fait à sa vie, ont bien médiatisé en fait. Il y a eu des films, des théâtres, etc. Et tout ça a fait un rôle modèle énorme qui a beaucoup joué pour les filles. Alors il faudrait qu'il y en ait d'autres. Il y en a eu dans le passé, il y en a aussi dans le présent. On peut en parler si vous voulez, parce que je sais qu'il y a donc un certain nombre d'exemples de femmes qui ont été des grandes scientifiques et qui ont été un petit peu mises à l'écart de l'histoire des sciences, l'invisibilisation dont parlait Jocelyne Adrien tout à l'heure. Vous voulez nous en dire deux mots? Oui, alors je pense déjà un exemple historique qui est celle de Sophie Germain, qui est très remarquable, puisqu'en fait c'était juste après la Révolution française, donc, elle était dans mathématiques, elle avait une famille assez aisée, donc elle n'avait pas besoin de travailler. Elle était autodidacte, elle avait lu les livres de maths dans la bibliothèque de son père. Donc elle s'était formée elle-même, et lorsqu'elle a voulu publier un peu ses résultats mathématiques, elle avait un théorème à son nom, elle a pris un nom masculin. Donc elle s'appelait Antoine-Auguste Leblanc, et elle a écrit à Gauss, celle pour les Gauss, en l'écrivant Leblanc. Donc elle a pu avoir des dialogues avec Gauss, et lorsque tout d'un coup, à cause d'un détail, Gauss s'est aperçu que c'était une femme, tout d'un coup, il a eu une réaction de grande surprise, et bon, il l'a quand même félicité, mais c'était autre chose, elle n'avait peut-être pas eu la même notoriété s'il n'avait pas eu ce prête-nom masculin pour faire avoir son... Est-ce que vous voulez réagir, Lucille Pétavin, peut-être? Oui, justement, sur le fait que les femmes, qu'il y a une invisibilisation des femmes. Il y a l'effet Mathilda, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a été théorisé par l'historienne des sciences Margaret Rossiter, qui explique comment certains hommes se sont accaparés les découvertes des femmes. Et j'ai notamment croisé le parcours de Jocelyn Bell, si je ne me trompe pas, qui a découvert les pulsars. Alors, j'expliquerai pas ce que c'est pendant sa thèse. Et c'est finalement son directeur de recherche qui a reçu le prix Nobel. Oui, alors ça, c'est une histoire très, très remarquable, l'histoire de Jocelyn Bell, parce qu'en effet, c'était au niveau de sa thèse. Elle découvrait le secteur. Et les deux directeurs de thèse étaient en fait à la source de l'instrument qui était à Cambridge pour détecter, en fait, ils recherchaient des quasars qui venaient juste d'être découverts, et ils voulaient regarder des événements variables. Et elle a fait tout le travail technique, travail pénible. Et c'est elle qui a découvert une petite variabilité que les directeurs n'avaient même pas cru. Donc elle a fait le travail, mais ensuite elle était très modeste. Elle avait un peu le syndrome de l'imposteur, comme on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elle pensait que ce n'était pas elle qui avait eu l'idée, puisqu'en effet, tout l'instrument avait été conçu par les deux directeurs de thèse et qu'elle était juste étudiante. Alors au début, c'était un petit peu vrai, mais il aurait fallu un partage beaucoup plus égalitaire. Les directeurs de thèse avaient du mérite, il faut bien le remarquer, c'était pas elle qui a fait tout le travail, mais elle a accepté parce qu'elle pensait qu'en effet, elle n'était pas celle qui avait fait le plus de travail là-dedans, parce qu'elle avait fait le problème technique. Donc ça ne l'a pas choquée au départ, et ensuite elle a été prix Nobel. Beaucoup d'hommes et de femmes, plus tard, ont dit, mais quand même, on aurait pu la réhabiliter. Et en fait, elle a eu le très très grand nombre de prix au cours de sa carrière, peut-être en réaction.
Alors pour finir, peut-être, Françoise Combe, est-ce que vous auriez quelques conseils à donner aux filles et aux femmes qui nous regardent peut-être, pour les encourager à s'orienter vers les sciences? Oui, je pense qu'il faut surtout faire abstraction de tous ces stéréotypes. C'est difficile, hein, puisque même nous en avons, comme on discutait tout à l'heure. Donc il faudrait qu'elles fassent abstraction, et dès qu'elles ont une vocation, des envies, un rêve, il faut qu'elles suivent leurs envies et persévérer, et ne pas faire attention à tous les découragements. Rester ferme. Eh bien, on va terminer cette émission sur ce message. Merci à toutes les trois, Françoise Combe, Jocelyne Adrian et Lucille Pétavin, d'être venues brosser un état des lieux de la situation des inégalités femmes-hommes et des solutions qui pourraient permettre à la situation d'évoluer. Et je vous remercie aussi, vous tous qui nous regardez chaque semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Pour tout vous dire.